Bien, mes chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être à côté de Valérie Pécresse. C'est ma voisine, elle est présidente d'une petite région, je suis président d'une grande région. Et j'ai la chance, mon cher Christian, grâce aux paysans normands et à la puissance de l'industrie agroalimentaire normande, de pouvoir nourrir les franciliens régulièrement. Et donc, ma chère Valérie, je suis très heureux d'être à tes côtés ce soir pour ce meeting si important. Chers amis, je voudrais vous dire que je n'ai jamais hésité un seul instant quand Laurent m'a posé cette question simple. Que feras-tu pour la campagne des élections européennes? Notre discussion a dû durer 5 minutes et après on a parlé de la vie. On a parlé de la vie et notre discussion a duré 5 minutes pour une raison très simple, mes chers amis. C'est qu'il n'y a aucune raison que le centre et la droite ne soient pas ensemble à chaque élection. Mes chers amis, pour une seule raison, ou tout du moins pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous sommes ensemble à tous les échelons des collectivités. Nous sommes ensemble dans les régions, nous sommes ensemble dans les départements et nous sommes ensemble dans les communes. Il eût été, disons-le, au moins schizophrène de considérer que pour cette élection européenne, nous aurions pu faire un autre choix. Et puis, nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, parce que quand on est au centre ou au centre droit, on est avec la droite parce que nous défendons des valeurs communes qui s'appellent par exemple le principe de responsabilité, le principe d'une organisation décentralisée du pays et parce que nous sommes pour la lutte contre les déficits et pour la bonne gestion publique et qu'au moins sur la plupart de nos valeurs, rien ne nous sépare et donc nous devons être ensemble aujourd'hui comme, mesdames et messieurs, nous devons être ensemble demain. Et mesdames et messieurs, nous devons être ensemble demain parce que derrière cette élection européenne se dresse un enjeu absolument capital pour le pays et cet enjeu, il s'appelle construire une alternative et une alternance pour qu'en 2022, nous soyons en mesure de proposer autre chose que l'échec d'Emmanuel Macron ou la folie de Marine Le Pen. Et mesdames et messieurs, pour cela, il y a une seule solution. Moi qui, j'aime le dire ici, moi qui n'ai jamais tremblé ni fléchi, mon cher Bruno, au moment des élections présidentielles de 2017, nous devons être tous rassemblés. C'est parce que nous saurons retrouver la voie de l'unité au sein des Républicains, disons que c'est déjà fait, et la voie de l'unité au sein de l'opposition. Et c'est cette double condition qui nous permettra de pouvoir engager progressivement le chemin qui dira aux Français il y a autre chose que de vouloir vous enfermer dans un débat infini qui serait moi ou le chaos, moi ou Marine Le Pen, comme le dit Emmanuel Macron chaque jour. Eh bien, à ce titre-là, je suis très heureux que Philippe Vigier, le président de Territoire et Liberté, soit avec nous ce soir. Comme Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, et comme Sylvie Goy-Chavent, qui est sénatrice de l'Ain, et qui, elle, a encore un petit peu de chemin à faire parce qu'elle est encore UDI, et il faut que tu dises, Sylvie, à tous les UDI, qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de voter utile, de venir avec nous, plutôt que de rester dans une liste qui fait 2%. Mes chers amis, dites-leur tous,
et je suis sûr que Valérie saura trouver les moyens de le dire à Jean-Christophe Lagarde, qu'il y a probablement un meilleur moyen pour gagner les prochaines élections que de rester divisé et de témoigner dans des scores qui s'approchent du zéro pointé. La deuxième chose que je voudrais vous dire, mes chers amis, concerne ça sera plus facile pour toi lors de la prochaine réunion de la majorité régionale, Valérie. La deuxième chose que je voudrais vous dire, mes chers amis, c'est que Emmanuel Macron nous vend un projet européen qui est un projet partagé par personne en Europe. Et donc il écrit une fable qu'il est incapable, comme l'a très bien montré Joseph ou Gérard, de partager avec d'autres Européens, et la première d'entre elles, c'est-à-dire la chancelière allemande. Mesdames et messieurs, on est tout de même probablement pour la première fois depuis 1958 dans un schéma complètement inédit. La construction européenne a reposé sur le couple franco-allemand et sur chaque période de l'histoire de France, on peut écrire et y mettre des noms. C'est De Gaulle-Adenauer, c'est Schmitt-Giscard, c'est Schröder-Chirac, c'est Kohl-Mitterrand, c'est Sarkozy-Merkel. Eh bien, mesdames et messieurs, pour la première fois, on a une Premier ministre ou une chancelière allemande qui vous explique que jamais elle n'a été autant dans la confrontation avec le président de la République française. Et Emmanuel Macron vous raconte que le projet européen qu'il défend, il serait capable de l'imposer et de le porter au sein des 27 pays de l'Union européenne. Vous voyez bien que par cette seule expression de ce soir, on voit un projet qui, au sein d'En Marche, ne repose sur aucun fondement sérieux. Et je voudrais simplement citer un seul exemple devant Michel Alliot-Marie et Édouard Balladur. C'est la question de la défense européenne, mesdames et messieurs. Emmanuel Macron nous a vendu, dans un premier temps, l'armée européenne. Alors, ça fait plaisir aux Français, mesdames et messieurs, l'armée européenne. Mais en réalité, l'armée européenne ne repose sur rien parce qu'il n'y a aucun pays européen qui ne souhaite construire cette armée européenne. Et deuxièmement, mesdames et messieurs, on est malheureusement dans un schéma que nous, Français, ne pouvons que regretter, c'est que tous les pays européens, ou presque, ont démissionné en matière de défense et de sécurité en laissant les Américains assurer leur sécurité à travers le bouclier atlantique. Et donc, quand Emmanuel Macron vend une idée probablement populaire et partagée par nombre de nos compatriotes d'une armée européenne, on constate que dans les faits, cette armée européenne n'a aucune chance de pouvoir se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà des instruments, et Arnaud Danjean le sait très bien, et que ces instruments-là, qui s'appellent les battle groups, les GT 1500, eh bien ces battle groups, mesdames et messieurs, qui existent depuis plus d'une dizaine d'années, qui fait que 1500 hommes sont constamment formés pour pouvoir intervenir comme une force de réaction rapide, n'ont jamais été mis en œuvre en Europe parce qu'aucun pays européen n'a considéré qu'un jour les conditions étaient réunies, même quand il s'agissait du Mali. Et que lorsqu'on parle du corps européen ou de l'état-major de l'Eurocorps, il y a 800 hommes qui ne sont intervenus que dans un seul schéma ou une seule configuration qui a été celle d'être avec l'Alliance Atlantique en Afghanistan. Et quand Emmanuel Macron évoque l'armée européenne, mesdames et messieurs, j'ai simplement envie de lui poser cette question. Mes chers présidents, qui serait le patron de cette armée européenne? Qui déciderait de l'engagement des forces, des conditions, de l'engagement du feu, de l'engagement de tel ou tel corps dans telle ou telle condition? Faudrait-il réunir la Commission européenne? Les 27 chefs d'État et de gouvernement pendant plusieurs jours pour déterminer ces conditions? Et j'ajoute, mesdames et messieurs, pour l'Européen convaincu que je suis,
S'il y a bien un sujet sur lequel je souhaite que nous restions dans un schéma qui est celui d'une souveraineté et d'une indépendance totale, c'est bien la question de ma défense et de ma sécurité. Je n'ai aucune envie de confier ma défense, ma sécurité et ma souveraineté aux Bataves, aux Allemands, aux Italiens et à qui que ce soit, car pour moi, il s'agit de l'essence même d'une nation. Alors, ça, c'est l'histoire d'Emmanuel Macron. C'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier, si vous connaissez cette histoire. Et puis de l'autre, il y a Marine Le Pen, et qui vous explique que si tout va mal, c'est à cause de l'Europe. Eh bien non, mesdames et messieurs, si la France a un taux de chômage beaucoup plus élevé que la plupart des pays européens, ça n'est pas la faute de l'Europe. Si, mesdames et messieurs, nous avons un système judiciaire qui est classé 25e au sein du Conseil de l'Europe, ça n'est pas la faute de l'Europe. Si nous avons 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année, ça n'est pas la faute de l'Europe. Et si, mesdames et messieurs, ma chère Valérie, mon cher Renaud, nous avons un système de formation si compliqué qui nous empêche d'être efficaces pour la formation des demandeurs d'emploi, ça n'est pas la faute de l'Europe. Et si nous jetons l'argent à travers les fenêtres au point d'arriver à être le pays avec le déficit de l'État le plus élevé de tous les pays européens et avec le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé de toute l'OCDE, ça n'est pas non plus la faute de l'Europe. C'est parce que nous n'avons pas su créer les conditions du redressement. Alors, chers amis, nous avons désormais une petite dizaine de jours pour nous mettre en situation d'être une des très belles surprises de cette élection européenne. Et nous pourrons l'être parce que, je vous le dis, comme d'autres, je ne connaissais pas François-Xavier Bellamy, qui n'avait pas eu la même élégance que pour Valérie Pécresse de venir me soutenir pendant l'élection régionale. Je n'avais pas lu ses ouvrages de philosophie, j'en confesse, mais je l'ai écouté. Et maintenant, je vais vous dire une chose simple. Je suis presque au point de me dire qu'une étoile est née dans le ciel de la politique française. Tu vois, hier, j'avais un certain nombre de rendez-vous avec des membres du gouvernement pour défendre l'idée d'une décentralisation et d'une meilleure efficacité de l'action publique. Et un des ministres me dit « Mais comment tu peux défendre ce mec de droite ?» Je lui dis « Mais est-ce que tu l'as déjà écouté une fois au moins ?» Elle m'a promis que ce soir, elle t'écouterait. Eh bien, moi, je l'ai écouté, mesdames et messieurs. Eh bien, je vais vous dire une chose, j'aime quelqu'un qui fait appel à l'intelligence, qui a la culture, qui a la gentillesse, qui a la modestie, encore, et qui dit aux Français un message simple, oui, nous sommes Européens, mais oui, nous voulons une autre une Europe qui, très clairement, affiche un enjeu de civilisation parce que nous avons créé en Europe le plus beau système qui associe liberté et égalité, liberté et sécurité et qui a fait du respect de l'homme et de son humanité un enjeu fondamental. Oui, c'est un enjeu d'efficacité parce que nous avons besoin d'un système qui marche, moins technocratique et répondant aux enjeux qui sont les nôtres. Et enfin, on a besoin d'une Europe qui soit une Europe puissance, parce que nous sommes à un moment où le monde, très clairement, est en train de basculer. Eh bien, quand on dit ça, on a le droit d'être européen, mais on a aussi le droit de nous dire et de dire aux Français, on veut autre chose qu'une fable, Emmanuel Macron,
ou qu'un procès sans fondement, Marine Le Pen. Et nous avons là, avec François-Xavier Bellamy, le plus beau et le plus grand des candidats pour réussir ce formidable exploit. Je vous remercie.